à Dressrosa, il y a eu une altercation entre Zoro et entre Pika. Et justement, Zoro regardait son sabre et il se disait aucune égratignure avec du haki. Parce que il se rappelle justement dans un flashback que Mihawk lui avait dit qu'il fallait tout le temps recouvrir ses sabres de haki pour justement éviter de les abîmer. Parce que justement, si tu les abîmes, bah, tu détruis ta lame et c'est la honte pour un sabreur, tu vois. Pour un bon sabreur, un sabreur qui se respecte. Donc pour moi, à partir des 2 ans, une fois qu'il a appris à maîtriser le haki, jamais il ne peut attaquer quelqu'un sans haki. Donc ensuite, on a les autres Gorosei qui entourent l'ancien robot. Donc on a Venujuro. Comme, en plus, c'est trop bien parce que tout se passe comme prévu. Je vous l'avais dit, une fois que les Gorosei ont eu, ça c'est vraiment une théorie confirmée, une fois que les Gorosei ont eu l'information, ils ont tous décidé d'aller au point de rendez-vous, entre guillemets, au point de l'usine pour aller arrêter la diffusion du message. Et ça, c'est lourd de ouf. Parce que je vous avais exactement tout dit. Je pense pas que Venujuro, lui, serait resté avec Zoro. Même si, en vrai, c'est pas quelque chose qui est difficile à prévoir, étant donné que tout le monde attendait le fameux choc des 2 lames. Et dans ce chapitre, justement, on va l'avoir. Et du coup, pour l'usine, l'ancien robot est encerclé par tous les autres, ça c'est lourd de ouf. L'ancien robot est encerclé par tous les autres Gorosei. Donc ça veut dire qu'il y a 4 Gorosei contre le robot antique et Venujuro qui est juste là-haut. Donc ça c'est trop lourd de ouf, je suis trop content. Je suis trop content parce que voilà, c'est exactement ce que j'avais prévu. Et en fait, le robot antique va permettre aux Mugiwara de pouvoir prendre la fuite pendant qu'ils sont occupés avec eux dans ce chapitre. Et vous allez voir dans les prochains scans que ça va être pas mal. Enfin, dans les prochaines lignes. Donc, il y a Tonton Marc qui nous dit aptitude chef. Alors, aptitude, chef-d'œuvre du légendaire forgeron Shimotsuki Kozaburo et l'une des 21 Owazamono. Donc les Owazamono, c'est les 21 lames de haut rang. Mais c'est pas le plus haut rang. Donc la deuxième, on va dire, de deuxième rang. On va dire premier rang, deuxième rang, troisième rang. Et les 21 lames, c'est le deuxième rang. Aptitude, c'est quoi aptitude? Ça a dû corriger automatiquement. Tu parles de quoi? Si c'est Shimotsuki Kozaburo, ça doit être Enma. Enma, chef-d'œuvre légendaire du forgeron Shimotsuki Kozaburo est l'une des 21 Owazamono. Enma est l'un des meilleurs sabres du monde. Kozuki Iori. Ah, description pour Enma, ok. Enma est l'un des meilleurs sabres du monde. Kozuki Iori le considérant comme un digne remplaçant même du légendaire Shusui. Tenguyama Hitetsu a décrit Enma comme capable de trancher jusqu'au fin fond des enfers. Description pour Enma, ok, sur Fandom. Merci beaucoup pour cette précision, mais effectivement, c'est ce que j'avais dit, mais on peut le considérer quand même comme une lame à un haut potentiel. On sait que par exemple, c'est pas une lame noire, on sait que la lame est légendaire, mais je pense que son pouvoir pourrait augmenter. On sait que même que, il me semble que le Shusui aussi fait partie des 21 Owazamono et que les 12 lames de premier ordre il pourrait y avoir dans les 12 lames des sabres, par exemple, des 21 Owazamono, mais qui auraient été... Après, je sais pas en fait s'ils sont classés par la manière du forgeron de forger sa lame, ou ils sont classés par rapport au fait qu'ils ont été noircis, augmentés, etc., etc. Donc après... Je pense que tout le monde peut faire partie de ces rangs différents, mais on va en discuter justement. Un jour, peut-être que je ferai une vidéo sur les grands sabres du monde de One Piece. Mais les lames de premier ordre, je pense qu'on n'en connaît pas beaucoup. On connaît celle de Shanks. Je suis pas sur Shanks d'ailleurs, mais il me semble que oui. On connaît celle de Roger.
On connaît celle de Mihawk. D'ailleurs, c'est la meilleure lame du monde entier. On connaît aussi celle de Barbe Blanche. Et potentiellement d'autres qu'on a peut-être pas encore entendu parler. Donc on a aussi Durandal, l'arme de... Comment il s'appelle Cavendish. Et je sais pas, Ed Durandal, en tout cas dans dans IRL, c'est une lame légendaire. C'est une des plus grandes lames du monde. Mais est-ce qu'elle va être dans de la même trempe en termes de légende dans le monde de One Piece? Je sais pas encore. Étant donné qu'une première arme, une arme de haut rang comme ça qui serait disponible à un membre de la flotte des Mugiwara serait ouf, mais en même temps c'est pas impossible. Comme on l'a dit, c'est pas l'arme qui fait le sabreur, c'est le contraire, c'est le sabreur qui fait la maîtrise, quoi. Vous avez capté. Une arme de premier ordre entre les mains de quelqu'un qui sait pas se servir d'une arme, et ben elle est inoffensive. Alors que même un bout de bois entre les mains d'un grand sabreur peut être dévastateur. Voilà, je pense que vous avez compris la métaphore. Mais ça, c'est une certitude. En tout cas, j'ai hâte de voir. D'ailleurs, pour moi, il doit y avoir Excalibur. Il doit y avoir toutes les lames qu'on connaît. Je sais plus si c'était l'Yamato, mais il y a une arme qui s'appelle comme ça. Ou Kusanagi, je crois. Je crois que c'est Kusanagi. C'est une des lames légendaires dans le folklore japonais. C'est une arme qu'aurait détruit le ciel, je sais pas, ou quelque chose comme ça, qu'aurait fendu un dragon, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est une lame légendaire qui est conservée dans un musée et qui est considérée comme l'arme du Japon, tu vois. Mais il me semble que c'est Kusanagi, mais je suis pas sûr. Faudra que je me renseigne là-dessus. Enfin, on verra bien, on verra bien. Donc on continue avec le petit chapitre. Vegapunk a un message pour ceux qui portent les J dans leur nom. Donc ça, c'est ouf les gars. Et du coup, ça me fait penser à énormément de théories que j'ai faites et qui se concordent. Et pour moi, les stèles, les poneglyphes ont été gardés pour les J. Le message a été conservé pour les J, pour que les J puissent transmettre... plutôt que les poneglyphes puissent transmettre un message aux J. C'est pour ça que les J ont une certaine importance dans le savoir du monde, etc., etc. Donc là, j'ai tellement hâte. Et du coup, je vous lis le reste. Nous voyons Dragon, Barbe Noire, Sabo et d'autres. Donc toutes les personnes qui sont concernées par les J. Donc Sabo, on ne pense pas qu'il est concerné par les J, mais on connaît son sens de la justice et on sait qu'il est très très proche de beaucoup de J. Ne serait-ce que par ses liens fraternels et ne serait-ce parce qu'il est le digne successeur de Dragon. Donc, vous avez capté. Et Vegapunk justement qui parle et qui dit parmi vous il y a, et du coup il doit sûrement parler de Luffy, il y a justement le sauveur du monde, il a la réincarnation de Joy Boy, il y a je sais pas l'homme qui pourra je sais pas le sauver le monde, j'en sais rien, mais le Gorosei attaque l'ancien robot et l'émission se termine prématurément les gars. C'est pas une masterclass ça? C'est pas une masterclass, ça. Le Gorosei attaque l'ancien robot et l'émission se termine prématurément. Je vous avais dit exactement ça depuis des semaines. Je vous le répète. Ça fait des semaines, les gars. Là, c'est là où faut lâcher votre meilleur like, votre meilleur follow, les gars. Parce que ça fait des semaines que je vous le dis. À force de lire One Piece, je commence à connaître un petit peu Oda. Il adore les cliffhangers. Et je vous le dis à chaque fois que les cliffhangers, c'est un peu ces méthodes de garder la hype envers son public, exactement comme le chapeau géant dans le coffre-fort de Im-sama, il nous le montre, il nous dit rien, et pendant je sais pas combien de temps on va théoriser là-dessus. Et ben pour le message de Vegapunk, je vous l'avais dit, le message, il va pas donner toutes les informations que Vegapunk a, sinon ce serait trop facile. Ce serait trop facile. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que il a donné un maximum d'informations. Et malheureusement, le Gorosei, qui sont extrêmement forts pour réaliser leur mission, ils ont vraiment fait une masterclass, ils se sont déplacés en temps éclair, ils ont communiqué correctement, ils ont assiégé l'île et réglé les problèmes petit à petit, c'est-à-dire ils ont commencé, Venijuru, il est arrivé, il a stoppé tous les pacifistas qui détruisaient la flotte, ensuite il est parti faire quelques altercations pour stopper un petit peu tout le monde. Ensuite, on a eu quoi? On a eu Mars qui est parti jusqu'au Punk Records avec Saturn, etc., etc. Et là, maintenant, dans ce chapitre-là, tout le monde se rejoint en dessous pour
stopper l'émission du message, et chose qu'ils ont réussi totalement. Donc franchement, Gorosei vs Mugiwara, franchement, en termes de réaliser leur mission, ils ont vraiment fait une masterclass, alors que les Mugiwara, malheureusement, on a perdu énormément de temps à cause de Zoro, on a perdu Vegapunk à cause de Luffy, parce que Luffy passait son temps à rigoler, il faisait le fou avec son Gear 5, mais malheureusement, ça n'a pas permis à Vegapunk de pouvoir s'enfuir. Donc le corps physique de Vegapunk est mort à cause de Luffy, et la fuite a été retardée d'innombrables fois, parce que justement on n'avait pas assez d'infos, genre on n'avait pas assez pas que d'infos, on n'avait pas assez de temps, pas assez de choses pour pouvoir s'enfuir, tu vois. Par exemple, le fait que les nuages soient pas déployés, le fait qu'il y ait le dôme, tout ça, au lieu de ralentir le Gorosei, ça a carrément ralenti uniquement les Mugiwara. Et ça, c'est ouf, je trouve ça ouf. Donc là, on va terminer sur ça, et après on passera à l'analyse des spoils. Je crois que j'avais mis ça là, donc voilà les gars. Donc on a quelques informations supplémentaires. Donc Asber Hug qui nous dit: lors de l'affrontement de Zoro vs Venujuro, il utilise du Haki. Donc ça, pour moi, les gars, c'est... Attends, il y a une petite clarification, donc je vous le lis et je vous le dis après. Clarification par Secret Stos, des éclairs noirs lors de l'affrontement avec des attaques nommées. Ça, pour moi, par exemple, le fait qu'il utilise des Haki, ça, c'est des informations, je dirais pas inutiles, mais pour moi, il n'y a aucun monde où il peut ne pas utiliser le Haki. C'est exactement comme je vous disais... il y a très longtemps, quand Zoro se battait contre Lucci, des fois les gens pensaient que Zoro n'utilisait pas le haki avec ses lames. Il n'y a aucun moyen que Zoro n'utilise pas le haki avec ses lames. Les seuls moyens Pourquoi ? Parce que ça égratigne ses lames, ça abîme ses lames. Et il a juré de plus jamais casser une de ses lames. D'ailleurs, rappelez-vous, au début de l'histoire, le Wado Ishimonji lui-même a été brisé en deux. Il a dû le faire réparer. Et du coup, en fait, il a abîmé la résistance et la durabilité de son sabre à cause de ça, tu vois. Donc il a été reforgé, remanié et tout pour qu'il puisse resservir, mais c'est quelque chose de très mauvais pour une lame de le briser comme ça. Donc maintenant, il fait en sorte de jamais les briser, de jamais les casser. Et d'ailleurs, c'est pas le seul sabre. Il y avait le Wado Ichimonji, et après il y avait aussi le Yubashiri qui lui avait été offert par un membre, enfin, par le fameux mec qui lui a donné les sabres là, quand on était à Lockdown, ouais, je crois que c'est ça. Donc là, il a brisé 2 sabres, et c'était à cause du fait qu'il les avait pas protégés avec le haki. Il y en a un, donc il l'a cassé à force d'échanger des coups, et l'autre il l'a cassé à cause de la rouille, du fruit de la rouille. Et quand tu mets du haki sur ta lame, normalement, le pouvoir du fruit du démon ne peut pas interférer avec la lame. À part si ton haki est trop faible et qu'il utilise son fruit du démon couplé à un haki plus fort, je pense. Je pense que c'est une explication logique pour moi. Donc pour moi, on l'a déjà dit, Mio qui lui a dit de jamais dans un flashback à Dressrosa, il y a eu une altercation entre Zoro et entre Pika. Et justement, Zoro regardait son sabre et il se disait aucune égratignure avec du haki. Parce que il se rappelle justement dans un flashback que Mihawk lui avait dit qu'il fallait tout le temps recouvrer ses sabres. Recouvrer, ça se dit. Recouvrir, je crois. Recouvrir ses sabres de haki pour justement éviter de les abîmer. Parce que justement, si tu les abîmes, bah, tu détruis ta lame. Et c'est la honte pour un sabreur, tu vois. Pour un bon sabreur, un sabreur qui se respecte. Donc pour moi, à partir des 2 ans, une fois qu'il a appris à maîtriser le haki, jamais il ne peut attaquer quelqu'un sans haki. Les seules possibilités où il fait ça, où il attaque sans haki, c'est par exemple contre un Logia qui n'abîme pas sa lame, par exemple le fruit de la neige avec Monette, il n'y a pas de coup réel. Il y a juste il y a pas il y a pas d'entrechoc, il y a pas quelque chose qui entrechoc, qui abîme la lame, etc. Il y a juste un coup d'être pour impressionner Monette, mais il n'y a pas de haki parce que elle est pas morte, tu vois. Donc ça, c'est juste pour vous dire que ça arrive. Ensuite, la deuxième possibilité où il peut ne pas utiliser haki, c'est quand il est surpris. C'est-à-dire qu'on l'attaque par exemple dans le dos, il utilise son haki de l'observation et il voit qu'on l'attaque et au dernier moment il met, il n'a pas eu le temps de mettre son haki. Ça, c'est une possibilité, je veux bien accepter. Par contre, s'il est en pleine alerte,
je vois archi mal Zoro, sabreur qui se respecte, attaquer quelqu'un sans utiliser de haki. Donc c'est pour ça que pour moi, cette information n'est pas inutile, mais le fait de le préciser n'est pas nécessaire dans le sens où c'est pour moi obligatoire qu'il recouvre de haki. Par contre, là, pour lui, s'il a spécifié ça, là, en tout cas pour ce tweet-là, c'est pas pour dire qu'il y avait du haki, c'est juste pour dire que justement, l'attaque était dévastatrice. C'était pas une petite attaque, c'était des attaques nommées sérieuses qui s'entrechoquent réellement, avec donc des pouvoirs du haki. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont spécifié. Mais c'était juste pour vous dire que Zoro utilise tout le temps le haki, c'est une certitude, et on le voit en plus dans les épisodes là maintenant, parce que on le voit tout le temps, ces lames sont tout le temps de couleur violette-noire, hein, en fonction de la lame, pour montrer que les lames sont bien enduites de haki, les gars. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer comment marchait, à mon sens, le haki de l'armement. Et c'est quelque chose qui doit faire partie intégrante d'un sabreur qui se respecte. Pour moi, quelqu'un qui utilise juste ses lames sans haki, alors qu'il peut le faire, c'est pas vraiment un sabreur. C'est qu'il s'en fout du sabre, tu vois. Alors que le sabre, on doit le considérer comme un prolongement de son corps, d'un côté, mais aussi comme limite un être vivant, tu vois. Comme si c'était quelqu'un qu'on devait respecter, tu vois. Donc voilà. On continue avec le haki de Zoro et Venujuro se sont heurtés une attaque nommée. Et nous voyons des éclairs noirs. Donc voilà, les éclairs noirs qui ne signifient pas évidemment haki des rois. De toute façon, s'il y a du haki des rois, les gars, Oda nous le fait savoir en faisant endormir la plupart des randoms qui sont très proches. Et il peut même utiliser des randoms au loin si jamais il en a besoin. Mais s'il n'y a pas de personne qui s'endort, si Oda ne précise pas qu'il y a du haki des rois, c'est qu'il n'y en a pas. Donc pour l'instant, il n'y a pas de haki des rois. Après, on verra le chapitre 1 parce que là, c'est que les spoils. Mais voilà, c'est des petites précisions qui sont importantes pour moi, pour que vous puissiez comprendre le level des attaques d'un côté et de l'autre. Donc ensuite, on a dans une double page épique, donc pareil, c'était pour le combat de Zoro. Dans une double page épique, le clash entre Zoro et Venujuro est grandiose. Nous voyons de magnifiques éclairs de cet affrontement. Le ciel ne se fend pas, donc déjà ça c'est une petite, je dirais une petite révélation pour vous faire comprendre que l'échange de coups n'est pas non plus à la hauteur d'un empereur, tu vois. D'un côté, en plus, franchement, Zoro, on est sûr qu'il n'est pas empereur, et Venujuro, je ne pense pas qu'il utilise sa pleine puissance pour l'instant. On verra à quel level il est, mais pour l'instant, je le vois comme ça. Nous remarquons très clairement que Venujuro possède le Shodai Kitetsu lors de ce duel. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais dit ça par rapport au Shodai. Donc je vérifierai et je vous donnerai les informations par rapport à tout ça. Mais j'ai très très hâte de voir comment vont évoluer les choses parce que c'est une masterclass, en tout cas à mon sens. Donc voilà les gars. J'espère que vous avez kiffé parce que là on va passer à la petite analyse, on va essayer de faire très très vite parce que malheureusement je dois m'en aller ce soir, j'ai un truc à faire et demain pareil ce sera petit live parce que j'ai un truc à faire aussi et on revient jeudi de toute façon pour je live quand même mais on revient jeudi pour un gros live bien détaillé avec tout ce qu'il faut. Donc voilà les gars.